Bonjour tout le monde. Cette séquence elle sera consacrée toujours aux techniques d'accès aux bases de données, donc le GDBC, Java Database Connectivity, comme étant une architecture ou bien un API bas niveau qui vous permet d'assurer la communication avec la base. Mais la chose nouvelle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'intégration de framework Maven. Sachant que la tendance actuelle vis-à-vis de toutes les technologies, c'est l'utilisation d'un outil qui va gérer le test, qui va gérer le déploiement, qui va gérer donc, si vous voulez, les dépendances et des coûts. Donc, le même projet qu'on a réalisé à la dernière séquence, donc on va le refaire, mais sous la casquette de framework Maven. Donc, durant cette séquence, on va commencer par quelques notions de base et puis vous montrer en quelque sorte le concept de ce framework Maven. Et puis, en projetant cette séquence sur ce qu'on a vu la dernière fois, on va parler avec un fichier de propriété. Là, on va mettre toutes les propriétés de connexion. Et puis, on va développer les différentes couches au fur et à mesure, à savoir la couche métier, la couche DAO. Et bien sûr, pour assurer l'accès à la base de données, si vous vous rappelez bien dans les dernières séquences, je vous ai parlé de connection qui permet d'établir la connexion, la classe result statement qui permet d'assurer la communication avec la base, et la classe result sat qui permet de récupérer le données au cas où vous exécutez une requête select. Mais je vous ai dit que pour éviter les injections SQL, la communauté Java il vous propose donc une variante plus avancée que statement, c'est le prepared statement, qui permet de séparer la requête en deux parties. La requête en lui-même avec le langage SQL et les paramètres qu'on aimerait bien envoyer à la requête. On va commencer dans un premier temps par Maven. Lorsque vous voulez mettre en place un projet Maven, alors là, il faut définir les propriétés suivantes. Il faut définir le groupe ID, l'artifact ID, la version et puis le type. On va voir donc l'utilité de ces différentes propriétés au niveau d'un projet Maven. Le groupe ID en quelque sorte, il permet de définir l'organisation au groupe qui est à l'origine des projets. Donc, il est formulé sous la forme d'un package Java. Par exemple, ici, je peux utiliser donc le groupe ID fr.masociété, org.myproject par exemple. Le artifact ID quant à lui, donc il définit le nom unique dans le groupe pour le projet, exemple mon projet. Donc je peux avoir ce groupe ID FR ma société, donc il peut développer plusieurs projets. Donc chaque projet est identifié par un artifact ID. Donc il y a la version, il définit la version des projets. Donc les numéros de version sont souvent utilisés pour des comparaisons et des mises à jour lors de processus de développement. Et le dernier élément, c'est le type de projet. Donc, on peut se retrouver avec des projets jar, qui veut dire Java Archive, si vous voulez. On peut se retrouver avec le WAR, le Web Archive. On peut se retrouver avec Maven Plugin. On peut se retrouver avec POM, ainsi de suite. On va donc découvrir au fur et à mesure ces différents types avec les projets qu'on va réaliser avec les différents concepts et les différents frameworks autour de la technologie Java J2E. Alors, pour l'exemple, ou bien à titre d'exemple, si votre groupe ID porte le nom fr.masociété et votre artifact ID porte le nom mon projet, lors de la génération de jar, Java Archive, qui représente en quelque sorte le fichier que vous allez déployer dans l'environnement prod du client final, il va porter le nom mon projet-version.jar. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Maven, vous pouvez donc déléguer un tas de tâches. Vous pouvez lui déléguer la tâche de gestion de dépendance, la tâche de gestion de test, la tâche de gestion de déploiement, et on va découvrir ensemble que on va se retrouver avec une structure différente de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant en termes de projet Java. Donc, une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend l'exemple de dernier projet. Durant le dernier projet, si vous vous rappelez bien, avec le GDBC, je vous ai demandé d'intégrer le MySQL Connector. Et du coup, on les a fait d'une façon qui est manuelle.
bah, avec l'arrivée, l'intégration de ce framework Maven, vous allez voir que cette tâche il va devenir automatique. On va déléguer la tâche à Maven. C'est lui qui va aller chercher toutes les bibliothèques dont on a besoin. Du coup, on va parler d'une nouvelle notion, c'est ce qu'on appelle le repository ou bien le dépôt. Si on demande, si on a besoin dans notre projet d'une bibliothèque, que des bibliothèques, c'est un ensemble de classes. Si cette bibliothèque est disponible en local, Maven il va vous fournir le lien. Sinon, il va aller chercher à partir du net. Et on va voir tout de suite l'architecture qui permet de faire ça. Donc, il y a un repository que je vais vous montrer une fois qu'on commence le projet en local. C'est le dépôt local, le répertoire par défaut sur lequel Maven il va stocker donc toutes les dépendances et toutes les bibliothèques dont vous aurez besoin pour développer les différents projets donc autour de la technologie, comme je vous ai dit tout à l'heure, Java J2E. À ce niveau-là, on peut donc adapter le schéma suivant. Ben, vous avez donc votre repository, vous avez plutôt votre projet. Alors votre projet donc il contient un fichier POM, Project Object donc modèle. Sur ce fichier-là, on va décrire toutes les propriétés du projet. Parmi ces propriétés, on peut définir toutes les dépendances, toutes les bibliothèques dont on a besoin. Ce fichier-là, donc, c'est lui qui communique avec le framework Maven. Maven, dans un premier temps, il va chercher donc dans le dépôt local, le repository local. Si donc la bibliothèque est disponible, donc il va vous donner le lien pour que vous puissiez donc développer les différentes parties. Sinon, donc Maven il va interroger un dépôt qui est distant, le repository distant. De retour, il va mettre à jour le repository local et puis il vous donne, donc c'est-à-dire au fur et à mesure avec les projets que vous allez réaliser, vous allez donc, si vous voulez, élargir la taille ou plutôt donc les bibliothèques au niveau de votre repository local. On fait appel à Maven à partir d'un fichier POM.xml. Si les dépendances sont en local, on va le fournir à l'utilisateur. Bah, sinon, on va faire une mise à jour à partir de dépôt distant. On envoie la requête, on met à jour le dépôt local et puis on fait appel à, on va donc donner la main à notre projet vis-à-vis de la bibliothèque demandée. Pour trouver donc un composant, bien pour définir les dépendances au niveau de votre projet. Donc, vous avez deux plateformes ou bien deux systèmes. Soit vous faites appel à searchmaven.org, soit à mvrrepository.com qui va vous fournir, selon les besoins, selon le cas d'utilisation, les différents, si vous voulez, repositories, les différentes bibliothèques dont vous aurez besoin pour développer votre application. Donc, après avoir parlé de Maven, ce qu'on va faire avant de refaire le même travail de la dernière séance, à savoir l'intégration de GDBC en utilisant un fichier properties et en même temps en utilisant donc prepared statement, bah, je lance le Eclipse. Bah, je vous demande de démarrer votre éditeur Eclipse. Donc on va créer un nouveau projet. Mais là, on va sortir de, jusqu'à maintenant, les projets que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, c'est des Java Project. Alors maintenant, on va utiliser des Maven Project. Maven Project. Alors ici, donc, vous avez le choix entre la création d'un simple project. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. OK? Donc, on va cliquer sur Create, a simple project, qui utilise donc un template de base. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'une structure qui est assez propre à ce framework. Alors, je clique sur Next. Bah, automatiquement, il va me demander donc les informations suivantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quel est votre groupe ID? Quel est votre artifact ID? Quelle est votre version? Ainsi de suite. Bah, je peux utiliser par exemple ici labo.it comme groupe ID. Pour l'artefact,
je vais l'appeler GDBC Maven. Je peux utiliser la version 1.0.0. Et là, puisqu'on va faire que du Java, donc ça va être soit, je me demande de remarquer pour le packaging, le type de projet, ça peut être un jar, Java Archive, ça peut être un projet web, voire ça peut être POM, c'est-à-dire une bibliothèque que vous pouvez utiliser dans les projets que vous allez réaliser par la suite. Donc je reste avec le jar. Si ce projet-là dispose d'un projet parent, donc je peux définir donc les informations ici. Mais pour le moment, donc je vais citer le group ID, artifact ID, la version et puis le packaging ou bien le type de projet. Alors je clique sur Finish. Alors vous allez remarquer dans la barre d'état, donc il va faire la construction de votre projet. Et là, je dois me retrouver avec, voilà mon projet qui s'appelle GDBC Maven. Quand je explore mon projet, alors je me demande de remarquer que sa structure est différente de la structure d'un projet Java simple. Donc avec Maven déjà, vous avez donc deux répertoires de base. Vous avez src main qui veut dire principal, Java pour mettre dedans tout ce qui est classe. Vous avez donc src main resources pour faire toutes les ressources et tous les fichiers de configuration. En parallèle avec ces deux fichiers, ce dossier-là, vous avez deux dossiers avec src test Java. C'est là où vous allez mettre les classes de test de votre projet. Et là, vous allez mettre donc les ressources de test. Comme tous les projets Java, vous aurez besoin donc de la bibliothèque GRE qui est indispensable. Donc vous avez Target à ce niveau-là, donc c'est les fichiers créés après avoir donc compilé votre projet. Et vous avez donc le POM XML, c'est le fichier fourni par Maven qui permet de communiquer avec le repository local au cas où vous demandez des dépendances. Pour le moment, ce fichier XML, il contient les informations sur le projet. La version des modèles qu'on utilise, c'est le 4.0.0 de Maven. Le groupe ID, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était Labo IT, GDBC, et puis la version, c'est 1.0.0. Juste en bas, vous avez des onglets. Quand je clique sur Dependencies, pour le moment, il n'y a aucune dépendance qui est intégrée dans notre projet. On va donc, si vous voulez, mettre à jour notre fichier pour qu'elle puisse intégrer des dépendances selon les besoins. Pour s'assurer que votre projet est opérationnel et en écoute, je clique à droite sur la racine de projet et là, je vous demande de remarquer. Quand je clique sur Run As, je peux l'exécuter autant que Java Application puisqu'on a choisi dès le départ le packaging jar. Mais là, je vous demande de remarquer qu'il y a d'autres, si vous voulez, possibilités. Vous avez donc le Maven Build pour construire votre projet, le Maven Clean pour, si vous voulez, faire de sorte que vous allez effacer toutes les classes générées. Donc, vous avez le generate source pour générer la source, install pour s'assurer que Maven installe bien Maven et sa structure ainsi que les différentes bibliothèques sont à l'écoute. Et puis, vous avez main test si vous voulez exécuter des tests. Lors de la première mise en place, donc on va choisir le Maven install pour s'assurer que notre projet, alors là, je vous demande de remarquer qu'il va faire appel à notre dépôt local. Et à partir de notre dépôt local, donc il va mettre à jour. Il est en train de scanner notre structure, notre projet, pour s'assurer que Maven est bien installé. Et à ce niveau-là, vous pouvez commencer la mise en place des différentes parties de votre projet. Alors là, je vous demande de remarquer, une fois qu'on a exécuté notre projet, il apparaît bien que notre projet, donc lors de building, notre projet porte le nom GDBC Maven, c'était la version 1.0.0. Automatiquement, donc il apparaît bien que le build success, donc la compilation s'effectue ou bien la génération du code avec succès, et dans le fichier target, quand je vous ai parlé tout à l'heure, qui représente la cible, il est en train de nous dire que ce fichier-là, le système a créé pour nous le jar qui correspond à la, si vous voulez, au fichier global qui sort à partir du déploiement de votre projet. Et en parallèle, je vous demande de remarquer que il y a un repository local qui appartient à cette, si vous voulez, dossier M2. Je peux vous le montrer tout de suite. Donc, je vais aller vers C.
utilisateur. Et là, donc voilà le dossier M2, repository. Et là, donc, je vous demande de remarquer que notre repository, déjà, il contient quelques éléments. Là, j'ai déjà le labo que j'ai créé tout à l'heure, c'est mon projet. Dans le labo, donc, j'ai le dossier IT. Dans IT, donc, vous avez le GDBC Maven. Et dans GDBC Maven, dans la version 1.0, vous avez le jar qui est généré tout à l'heure. Seulement pour vous montrer le dépôt local, là où Maven, il va mettre tous les fichiers déployés et toutes les bibliothèques dont on a besoin. Donc jusqu'à maintenant, on est arrivé à configurer notre projet Maven. On va continuer maintenant notre travail. Je reviens à la présentation. On va utiliser le GDBC. Donc ça, on les a déjà vus auparavant. Ça représente une bibliothèque bas niveau qui va vous permettre d'assurer la communication entre une application Java et puis votre base de données. Donc ici, les interfaces que vous pouvez utiliser, Connection pour se connecter à la base, Driver Manager pour établir une connexion tout en se basant sur un driver avec des propriétés qui sont la chaîne de connexion, le login et puis le password, Statement pour exécuter des requêtes d'action bien de sélection, et les alt-set pour récupérer donc les résultats des requêtes select. La démarche que je vous ai montrée durant les dernières séquences. Premièrement, il faut charger le pilote. Deuxièmement, il faut établir la connexion selon le EGBD. Donc, c'est ce qu'on appelle la chaîne de connexion. Et puis, vous pouvez exécuter les requêtes. Au cas où select, vous pouvez récupérer le résultat. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, donc supposons que vous travaillez sur Oracle, demain, vous migrez vers SQL Server ou bien MySQL, PostgreSQL ou d'autres. Pour éviter d'impliquer le changement au niveau de la classe, je vous ai demandé d'intégrer la solution suivante, c'est créer un fichier Data Properties qui va vous permettre en quelque sorte de définir toutes les règles ou bien toutes les propriétés de connexion. Mais avant de faire quoi que ce soit, on va charger dans un premier temps, puisque selon la démarche de tout à l'heure, il faut charger le pilote. Je reviens avec vous vers l'ancien projet. C'est le projet GDBC Project, si vous vous rappelez bien. Je vous ai demandé, donc je clique à droite sur le projet, Build Path, configurer le Build Path. Quand je clique sur Library, je vous ai demandé d'ajouter cette librairie à partir de Add External Jars et aller pointer sur la librairie MySQL qui veut donner un ensemble de classes. Parmi ces classes, donc, vous avez la classe comme MySQL, CG, GDBC Driver. C'est ce driver-là qu'on utilise pour se connecter à la base qui appartient à ce package. Et le fichier donc de configuration properties, c'est celui-là qui contient donc les informations sur la connexion. Donc, je vous ai dit au départ, on est dans une autre situation, c'est qu'on aimerait bien déléguer la tâche de gestion de dépendance à notre framework Maven. Donc à la place de faire comme la dernière fois d'une façon manuelle, alors ce qu'on va faire au niveau de fichier POM XML, je vais fermer tout ça. Alors au niveau de fichier POM XML, je vais ajouter une balise dependencies. Et au niveau de cette balise, vous pouvez ajouter toutes les dépendances nécessaires. Alors nous, dans ce projet, j'ai besoin de communiquer avec une base de données à l'aide de la solution bas niveau GDBC. Du coup, comme l'autre projet, j'aurais besoin de MySQL Connector. Alors, ce que j'aurais dû faire, je me connecte à mon navigateur. Et là, je demande à mon navigateur MySQL Repository Maven. Donnez-moi donc le MySQL Repository Maven. Je vous demande de remarquer que le premier lien fourni par Google, c'est MVN Repository dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je clique sur le lien. Et là, donc, il va me donner donc, les différentes solutions pour utiliser la bibliothèque ou bien la dépendance MySQL. Voilà les différentes versions. Et là, je vous demande de remarquer qu'il y a des versions là où il y a des vulnérabilités. C'est-à-dire, si vous le faites, vous aurez une faille
ou bien donc une piste que le hackers ou bien si vous voulez le pirate peut l'exploiter pour accéder à votre système. Alors là, je vous demande de remarquer, il y a des versions, surtout les anciennes versions, on peut remonter même vers cette vulnérabilité. Alors moi, je vais choisir cette version, la dernière version MySQL, qui prend en charge un algorithme de cryptage et de sécurité avancé, qui évite les vulnérabilités vis-à-vis de votre système. Et là, je vous demande de remarquer. Pour demander à Maven de l'utilisation de MySQL, j'aurais dû faire la chose suivante. J'ajoute seulement cette dépendance. Alors, la dépendance lui-même, il se compose avec les mêmes éléments que je vous ai montrés tout à l'heure lors de la création. Chaque dépendance a un groupe ID, le groupe qui est sur la racine de cette réalisation, un artifact ID, le nom du projet, et puis la version. Alors, je vais copier ces différentes balises. Donc, je l'ajoute à l'intérieur des dependencies. J'enregistre. Pour s'assurer que tout ça se passe bien, la première des choses, je clique à droite et puis je peux choisir Validate. Voilà. Et le système, donc, il m'affiche, donc il va scanner, va interpréter le fichier XML. Il n'y a aucune erreur, aucun avertissement. En même temps, je vous demande de remarquer la chose suivante. Une fois que j'ai ajouté cette dépendance, au niveau de l'architecture du projet, en plus de GRE System Library, donc je me retrouve avec Maven Dependencies. C'est là où Maven il va gérer ses dépendances. Quand je clique là-dessus, je vous demande de remarquer que Maven a ajouté donc la dépendance MySQL Connector 8031 et en même temps il a ajouté donc une autre si vous voulez bibliothèque, puisque là nous on a demandé MySQL, peut-être que ce jar qu'on demande est en relation avec d'autres jars, si vous voulez, on va le découvrir avec Hibernate GSF, on va se retrouver à plus qu'un jar à la fois. Une fois que j'enlève la dépendance, j'enregistre, j'en ai plus le Maven Dependency. J'ajoute la dépendance. Là, donc je suis sûr et certain que mon projet, donc il peut utiliser la dépendance MySQL pour se connecter à la base de données. Et là, je vous demande de remarquer la différence et la facilité et si vous voulez un certain professionnalisme par rapport à la solution que je vous ai montrée auparavant. Alors, une fois que la bibliothèque est intégrée, je passe à l'étape suivante, c'est l'intégration de fichiers properties. Alors, au niveau de notre projet, je vous demande de remarquer que vous avez main Java, la partie principale, là où vous allez mettre les codes sources Java, et le main resources, là où vous allez mettre tout ce qui est fichier de configuration et toutes les ressources dont vous aurez besoin. Sous le src main resources, je vais créer un nouveau file. Et là, donc, je vais l'appeler data.properties. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre dedans les informations concernant l'accès à la base, à savoir donc le driver. Donc, ça va être com.mysql.cj.gdbc.driver avec D majuscule. Ça, c'est le driver. Deuxième paramètre, c'est la chaîne de connexion. Donc, l'URL, je vais mettre cd gdbc .mysql / le nom du serveur, c'est localhost. Le port d'écoute par défaut de MySQL, c'est 3306, / le nom de la base, donc notre base, on les a appelés employés si vous vous rappelez bien, on va utiliser la même base. Pour le nom d'utilisateur, donc pour le login, ou bien user, donc on va utiliser l'utilisateur par défaut qui est root, et pour le password, il n'y a aucun password. Alors j'enregistre, et automatiquement, donc on va se retrouver avec notre fichier properties. Au niveau de notre main Java, donc on va mettre les différentes couches. Donc la première, le premier package, je vais l'appeler DAO.
Donc à ce niveau-là, donc je déclare le package DAO. Le deuxième package, on va l'appeler service. Le troisième package, entities. Et le dernier package, le démon, pour faire les démonstrations. Donc à ce niveau-là, pour faire les différentes démonstrations. Alors on va commencer par, je reviens vers la présentation, par la première classe, c'est la classe personnelle avec mat, nom et puis salaire. Donc au niveau d'entities, je vais créer donc une classe qui porte le nom personnel, qui est caractérisée par les informations suivantes. Pour les attributs, c'est toujours l'encapsulation private, int mat, c'est ça, voilà. Et puis le deuxième paramètre, ça va être une chaîne de caractères name. Et le troisième paramètre, quant à lui, c'est un float, c'est le salaire. Et par la suite, je génère les getters et les setters. Je clique sur source, generate getters and setters. Je sélectionne tous les attributs et voilà notre classe personnelle. Dans le package DAO, on va créer notre classe connexion. Alors à ce niveau-là, donc je vais déclarer private connection qui fait appel à Java SQL. Je vais l'appeler comme. Et dans le constructeur, c'est à ce niveau-là qu'on va définir en quelque sorte l'accès à notre base de données. Donc c'est O minuscule. Alors bien sûr, la première question qui va se poser, donc bien sûr, il faut faire attention, donc ça va être public. Alors la première des choses qu'on va mettre en place, c'est que l'intégration des tries et des catch, puisque quand je veux assurer la communication avec la base de données, donc il y a une sorte d'input-output. Et si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a parlé des frameworks, des API en général, ou bien plus précisément de la gestion d'exceptions, je vous ai dit que les IO exceptions sont indispensables. Du coup, je mets un try et puis catch. Donc à ce niveau-là, je lui demande d'utiliser un système error donc not connected. Et là, donc j'affiche e.getMessage pour déterminer d'où vient donc la source de l'erreur. Et nous, on va intervenir à ce niveau-là. Donc, on va développer la classe connexion. Au niveau de la classe connexion, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les différents éléments qui vont nous permettre d'accéder à la base. Donc, la première des choses, on est sûr que les informations ou bien les propriétés de la connexion se trouvent au niveau de la fichier properties. C'est pour ça, donc dans un premier temps, je déclare, donc je vais agrandir la fenêtre, à partir de Java Etude, donc je déclare un fichier de type properties. Alors, par la suite, je déclare un file input stream pour charger le fichier en question. Je vais l'appeler donc file par exemple. Et là, je fais appel à new file input stream. Et là, je dois lui donner le nom de fichier. Alors, si je reviens vers la structure, le fichier data que j'ai créé tout à l'heure, il se trouve sous le src. Puis donc, slash data. Plutôt c'est des main.slash resources slash data.properties. Une fois le fichier chargé, donc je peux récupérer maintenant les différentes propriétés. Pour ce faire, tout simplement, je fais appel à ma variable properties qui dispose d'une méthode load qui permet de charger toutes les propriétés à partir du fichier en question.
J'établis la connexion par la suite. Premièrement, chargement de pilote. Alors, pour charger le pilote, donc j'utilise class comme la dernière fois, .forName. Et là, je fais appel à property, .getProperty. Donc, la première propriété, c'est driver. Donc, automatiquement, il va aller chercher donc l'information à partir de cette propriété. Deuxième étape, c'est l'établissement de la connexion. Bah, du coup, à ce niveau-là, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Ma variable con est égale à driver manager, que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'interface, .getConnection. Je lui donne l'URL de la connexion, toujours ses properties. Alors, properties.getProperty. Donc ici, c'est, si vous vous rappelez bien, c'est URL, la chaîne de connexion. Puis je récupère l'utilisateur, virgule, donc c'est l'user, donc ça va être properties.getProperty, ici je parle de user. Et la troisième propriété, c'est le password. Donc properties.getProperty, et ici je fais appel à password. Voilà, donc la connexion va s'établir. Et à la fin, on va générer à l'utilisateur comme quoi database connected. S'il y a un problème, donc on va générer. Donc ici, je me suis trompé tout à l'heure. Donc un constructeur ne doit pas avoir donc ni void ni un type de retour avant. Deuxième des choses, bah, je vais déclarer le get de cette variable count puisque j'en ai besoin pour la récupérer au niveau de prepared statement. Bah, du coup, au niveau de source, generate getters and setters. Pour la variable count, j'ai besoin tout simplement de getCount, puisque j'aurai besoin de récupérer la connexion pour pouvoir exécuter donc le prepared statement. Avant d'aller plus loin, je vais tester donc cette classe que je viens de créer. Donc, voilà votre classe. Il contient donc un attribut de type connection qui fait partie de java.sql. J'ai créé donc la méthode get qui permet de retourner la valeur de la connexion pour que je puisse l'exploiter pour exécuter les requêtes à l'aide de prepared statement. Le constructeur, quant à lui, il va créer un fichier properties qui va charger toutes les propriétés qu'on a définies tout à l'heure au niveau de data properties. Une fois chargé, je peux charger le pilote avec properties.getPropertyDriver. C'est quand vous allez remplacer ici par ce driver. Puis donc, pour le deuxième, je fais appel à propriété URL. C'est quand vous allez changer ou bien remplacer l'URL avec cette valeur, ainsi de suite. Alors, on passe maintenant au test. Alors, au niveau de démo, je vais créer une nouvelle classe qui porte le nom Connection Demo et qui contient le public static void main. Tout simplement, dans cette classe, je vais déclarer donc une instance de la classe connexion pour vérifier donc le constructeur est-ce qu'il va établir la connexion vers la base ou non. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'opérateur new qui permet de faire l'allocation dans la mémoire comme je vous ai montré lors de la deuxième séquence de cette série autour des langages Java. Avant de faire l'exécution, je vous demande de lancer votre base de données MySQL. Donc moi, je travaille avec XAMPP. Du coup, j'aurais dû faire la chose suivante. Donc je relance, je démarre donc le serveur Apache et par la suite, je démarre le serveur MySQL et je lui demande de remarquer qu'il se met à l'écoute sur le port 3306. Après, j'exécute cette classe. Donc, je clique sur Run et là, donc, je lui demande de remarquer que le système il me dit qu'en quoi non switchable driver found for JDBC MySQL localhost 2.3306 employee. Je vais vérifier alors le fichier data properties. Alors qu'est-ce que j'avais mis dedans? Donc j'avais mis comme valeur le GDBC
comme MySQL, le CJ, JDBC et puis driver. Je vais vérifier déjà la base. Donc, sous exemple, je clique sur admin. Donc, automatiquement, il va m'ouvrir la fenêtre vers phpMyAdmin. Je vous demande de remarquer que le port sur lequel il se met à l'écoute pour le moment, c'est 81. Dès que j'aurai dû faire ici 2.81. Automatiquement, il va se connecter au serveur base de données. Et dans le serveur base de données, donc j'ai ma base de données employee avec donc la table personnelle en question. Et là, donc, si je reviens vers l'URL, donc, on a vérifié celui-là, il est correct. Ça vient d'ici, donc, Maven Dependencies, MySQL. Donc, j'ai le com MySQL CGGDBC, ce que j'avais mis ici. OK. Par la suite, dans cette package, donc, vous avez driver. C'est-à-dire que cette ligne, elle est correcte. Maintenant, le problème, ça se pose au niveau de cette ligne. GDBC de .MySQL. Alors là, il manque les 2 points dans la chaîne de connexion. Je réexécute. Et là, donc, je me demande de remarquer que database connected, on est connecté à la base sans aucun problème. Et comme ça, donc, on est arrivé à détecter donc l'anomalie au niveau de notre programme. Je reviens à la présentation. On a créé le DAO. On a créé la partie, si vous voulez, entities, c'est la classe personnelle. On va créer maintenant la partie métier. La logique métier fait appel à la classe connexion. Et à partir de la classe connexion, on va développer donc les différentes requêtes, l'ajout, la suppression, la modification, la recherche, et puis la liste de toutes les personnes. Alors à ce niveau-là, au niveau de service, je vais créer une nouvelle classe qui porte le nom employee, bien plutôt puisque c'est personnel manager. Il aura besoin de passer par l'intermédiaire de la classe connexion. Dès que je déclare une variable de type connection, je vais l'appeler con par exemple. Je vais l'instancier au niveau de constructeur. Donc, con est égal à new connection. Et par la suite, on va définir les différentes méthodes. Alors, la première méthode qu'on va mettre en place, c'est la méthode public void add, qui permet donc d'ajouter en quelque sorte un nouveau utilisateur, ou bien une nouvelle personne au niveau de la base. Puis, on va basculer vers les autres éléments, si vous voulez, à savoir la suppression, la modification, et puis l'ajout, et puis la mise à jour. Donc, à ce niveau-là, on va ajouter donc add personal avec un attribut de type personnel, P par exemple. On prépare notre requête. Donc, ça va être une procédure du coup, c'est des voids. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est que on aura besoin, bien sûr, de try et de catch. Alors là, je fais appel à ces ou puis je change out par error. Ici, donc, on va dire insert field. Et là, donc, j'ajoute le e.getMessage au cas où il y a un problème. Sinon, donc, je prépare ma requête SQL. Alors, pour insérer, quand je vous ai montré la dernière fois, c'est insert into la table personnelle values. Alors là, c'est pas comme statement, là où il y a la possibilité d'injection SQL. J'utilise donc les points d'exclamation pour dire que j'attends des paramètres par la suite. Alors, donc, insert into personnel values. Donc, on demande l'insertion des valeurs suivantes. Par la suite, donc bien sûr, j'ai oublié la déclaration de la requête SQL.
Alors, par la suite, on va utiliser donc un prepared statement, comme je vous ai demandé, comme je vous ai montré la dernière fois, si vous vous rappelez bien. C'est une variante de statement qui permet de séparer la requête en deux parties. Donc, il y a la partie, si vous voulez, requête et la partie paramètre de la requête. Je fais appel à la méthode getCon que j'ai créée tout à l'heure, point prepared statement, et je lui passe la requête SQL. Par la suite, avant d'exécuter la requête, je dois définir les paramètres. Du coup, avec ma variable statement, je fais appel à set. Le premier paramètre, c'est un int, n'est-ce pas? Je donne l'emplacement du paramètre, donc la position, c'est 1. Ici, donc, j'aurais dû faire p.getMath. Le deuxième paramètre, ça va être de type chaîne de caractères. Il se retrouve dans la deuxième position, c'est ce point d'interrogation que vous avez ici. Et là, je fais appel à p.getName. Le troisième paramètre, quant à lui, donc ça va être un point set float. C'est la troisième position. Et là, je parle de p.getSalaire. Voilà la requête. Lors de la préparation, on vérifie, on va identifier les différents paramètres. On a 3 paramètres, 1, 2, 3. Chaque paramètre correspond à une valeur fournie par l'utilisateur. C'est l'objet passé en argument pour la procédure add personnel. La dernière étape, c'est l'exécution de la requête. Donc la requête, elle est préparée, il y a tout dedans. Alors par la suite, on fait appel à statement, .execute. Et là, on va générer le message comme quoi personnel inserted. Donc voilà donc la méthode qui va vous permettre de faire l'insertion d'un nouveau enregistrement qui est développé sous Personnel Manager dans la couche service. Je reviens vers connexion démo. En plus de compte, je déclare un objet de type personnel. P est égal à new personnel. Je vais donc alimenter les différentes valeurs. Je mets par exemple 100. Pour le nom, donc, je mets name 100 par exemple, à titre d'exemple. Et pour le salaire, je mets un salaire, c'est 1500 par exemple. J'aurai besoin d'un personnel manager. Je vais l'appeler manager. New personnel manager. Et là, on va faire le test. Alors, je réexécute. Donc, j'ai deux messages qui s'affichent, DB connected, mais le système n'a pas affiché donc le message de total. De toute façon, je vais vérifier la base. Alors, voilà notre table personnelle. Je vais cliquer sur parcourir. Le système n'a pas ajouté l'enregistrement en question. On va voir pourquoi alors. Alors, je reviens ici. Donc, tout est enregistré. Je clique à droite, puis Run autant que Java Application. Normalement, il aura dû afficher pour nous le message suivant. Je reviens vers Personnel Manager. Alors, dans Personnel Manager, on a demandé au système de créer, donc automatiquement, dans un premier temps, il va créer la connexion avec New Personnel Manager. Par la suite, on a demandé, je vais vérifier le nom de la base. C'est de la table plutôt, personnel. Voilà, ce que j'avais mis ici. Insert, into, personnel, values. On a donné donc les 3 paramètres. On a demandé au système de récupérer la connexion pour faire la préparation de notre statement. On a préparé les différents éléments, à savoir la première position, c'est le matricule. La deuxième position, c'est le nom. La troisième position, c'est le salaire.
on a demandé l'exécution de la requête et par la suite, on a demandé au système de, si vous voulez, afficher un message comme quoi tout ça se passe bien. Normalement, au cas où il y a un problème, il aura dû donc afficher donc insert field et puis le message d'erreur qui est dedans. Donc on va revenir vers le scénario. Donc on a créé une connexion. On a créé donc une variable. Bah, du coup, ici, j'aurai plus besoin de la connexion. Bah, tout simplement, j'ai oublié une chose très importante, c'est que j'aurai besoin de manager.add_personnel et je passe l'IP. C'est cette instruction qui me manque. J'en ai plus besoin de connexion maintenant dans ce scénario. Alors, j'exécute. Et là, je vais demander de remarquer qu'il va se connecter et par la suite, il va insérer l'enregistrement. Quand je consulte la base, je clique sur parcourir et là, on va se retrouver avec l'enregistrement qu'on a demandé, c'est 100 avec name 100 et puis 6500 comme salaire. Pour les autres actions, je reviens vers le personnel manager. Pour la modification et puis la suppression, c'est le même principe. Je vais copier donc le même bloc d'instructions. Alors, on commence par update. Alors, on va changer la requête si vous voulez. Donc, update. Personnel. Bien sûr, le langage SQL n'est pas sensible à la casse, comme MySQL, comme minuscule, ce qui n'est pas le cas avec le langage Java. Donc, update personnel set. Nom est égal. Point d'interrogation. Plutôt, c'est dans le champ. Je crois qu'on a, voilà, maintenant et salarié. Nom. Et là, il faut faire attention, je parle des champs dans la table. Égal, point d'interrogation, virgule. Salarié égal, point d'interrogation. Where mat est égal, point d'interrogation. Alors là, je vous demande de remarquer que ça diffère en termes de position. La première position est confiée au nom. La deuxième position est confiée au salaire. La troisième position est confiée au matricule. Bah, du coup, ce que j'aurais dû faire alors, le matricule, c'est la troisième position. Donc, je vais changer ici. Le nom, c'est la première position. Et le salaire, c'est la deuxième position. Si tout ça se passe bien, on va dire personnel updated. Sinon, donc, on va dire update field. Pour notre scénario, je reviens vers connexion démo. Bah, je vais changer pour je vais mettre ici new name. Je vais mettre ici 7000 par exemple. Et là, à la place de add, je fais appel à update. Alors, je réexécute. Alors, il m'affiche qu'en quoi la personne est bien mise à jour. Donc, voilà les anciennes valeurs. C'était name 100 et puis 6500. Je recharge en cliquant sur parcourir. Alors là, je vais demander de remarquer donc les nouvelles valeurs qui s'ajoutent. Alors, l'autre élément, l'autre structure que je vais mettre en place, bien l'autre bloc d'instruction, donc ça va être la suppression, donc ça va être delete. Alors, delete from personnel where mat est égal, point d'interrogation. Donc ici, il y a un seul paramètre. Bah, du coup, j'en ai plus besoin de ça. Il y a un seul paramètre, c'est le matricule. Si tout ça se passe bien, donc ici, on va dire deleted. S'il y a un problème, delete field. Donc, je vais vérifier la base. Je vais supprimer par exemple la personne dont le matricule est égal à 6. Alors, dès qu'au niveau de la simulation, je mets ici la valeur 6 par exemple. Donc, j'en ai plus besoin de ça. Et à la place de update, je mets delete. Alors, je réexécute. Si tout ça se passe bien, j'aurai person deleted. Au niveau de la base, voilà le 6 avant l'exécution de cette méthode. Quand je reclique sur parcourir, donc j'ai pris l'enregistrement numéro 6.
Et du coup, jusqu'à maintenant, on est arrivé à mettre en place toutes les méthodes qui permettent d'exécuter les requêtes d'action en se basant sur cette nouvelle structure qui se base sur un projet Maven. On va passer maintenant aux autres cas. C'est donc la recherche et puis par la suite l'affichage de tous les enregistrements. Du coup, au niveau de notre classe, donc je clique ici pour délimiter la fin à ce niveau-là. À ce niveau, je vais définir la méthode qui retourne un objet de type personnel selon le matricule. Alors, je déclare une fonction qui retourne personnel. Je vais l'appeler search perso avec int le matricule. Donc, on va définir comme tout à l'heure les différentes informations. Donc, je fais appel à try et catch déjà. Donc ici, je mets un CESU avec error e.getMessage. Avant, donc, je peux afficher donc search problem et puis la concaténation. Je déclare puisque la fonction retourne une valeur, je déclare donc un objet de type personnel, je vais l'appeler P, qui est initialisé par la valeur nulle. Et c'est cet objet que je vais sortir, que je vais retourner dans tous les cas. Donc, return P. Quand est-ce que cet objet va changer sa valeur nulle? C'est lorsque je trouve donc un enregistrement au niveau donc de la base. Donc, à ce niveau-là, je déclare ma requête SQL. Donc, select étoile from personnel where mat est égal, toujours, donc avec prepared statement, je sépare la requête de ses paramètres. On va déclarer notre prepared statement. On va l'appeler statement par exemple. Je vais lier avec getCon.prepared statement pour exécuter la requête SQL. Je prépare le paramètre qui est de type int avec donc statement.setInt qui se trouve dans la position 1, il s'appelle mat. Cette requête, normalement, on retourne un résultat. Du coup, je fais appel à un result_set qui appartient à Java SQL. Je vais l'appeler result égale à statement.executeQuery qui retourne un result_set. Par la suite, je vais tester si le result_set .next, s'il y a un enregistrement, c'est-à-dire que la personne que je cherche existe dans la base. Dans ce cas-là, donc, je vais changer, je vais instancier, on n'est plus sur la valeur nulle, je vais instancier mon objet P avec new personnel et je vais donc alimenter ces différents attributs, ces différentes propriétés, à savoir cette mat, ça va être à partir de result qui vient de la base, get int, et le matricule se trouve dans la première colonne. J'alimente la deuxième propriété, c'est setName. Je fais appel à result.getString qui se trouve dans la deuxième colonne. Et par la suite, je fais appel à p.setSalary avec donc result.getFloat. Et là, je fais appel à l'élément qui se trouve dans la troisième position. Et voilà donc notre méthode qui permet de faire la recherche. On va le tester au niveau de notre connexion démo. Je déclare, donc ici j'ai une variable, donc je vais faire la chose suivante. Je déclare, donc je mets p est égal à manager.search 1. Alors si p est différent de nul, dans ce cas-là, on va faire un CESU p.getMessage
getMath plus une tabulation avec anti/t p.getName plus toujours tabulation anti/t plus p.getSalaire. Else, donc c'est où personne n'existe. On va tester avec la valeur 1, qu'est-ce que ça donne? On est connecté, le 1 existe, donc il va récupérer les valeurs. C'est personne 1, 5000. Si je consulte la base, il a consulté ces informations. Si je lui donne un ID qui n'existe pas, par exemple ici je mets 10, à titre d'exemple, bah, s'il ne le trouve pas, automatiquement, il va nous afficher comme quoi personne n'existe. La dernière méthode qu'on va mettre dedans, c'est la méthode qui permet donc de retourner tous les enregistrements. Alors, au niveau de cette méthode, tout simplement, donc on va déclarer une fonction, par exemple, qui retourne une liste. Et dans ce cas-là, j'aurais dû faire public. Alors, une liste des personnels. On va l'appeler get all personnel. Alors, pour la liste, on va utiliser l'importation de Java Util. Voilà. On va déclarer donc une liste de type personnel. On va l'appeler perso par exemple, égal à nul au départ. On va mettre un try et catch. Donc, je vais copier ce message. Get all personal problem. Je retourne la liste par la suite, donc return perso. Alors, à ce niveau-là, donc je vais remplir la liste. Et là, donc, à ce niveau-là, je déclare ma prepared statement. Je peux même préparer la requête. Parce que là, la requête ne contient aucun paramètre. Donc, c'est SQL select étoile from personnel. Par la suite, je déclare ma prepared statement. Je vais l'appeler statement. Je fais appel à ma variable connexion. Je récupère la connexion en question. Et plus précisément, je fais appel à prepared statement avec cette requête. Je déclare par la suite un result set pour récupérer le résultat. Donc, je vais l'appeler rs est égal à statement.executeQuery. Donc, celui-là, je vais même l'instancier si vous voulez. Donc, new ArrayList. Et du coup, à ce niveau-là, j'aurais dû faire la chose suivante. While rs.next. Tant qu'il y a des enregistrements, alors qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tant qu'il y a des enregistrements qui sont fournis par l'exécution de la requête select étoile from employee, from personnel, je récupère le résultat et j'alimente ma liste. Et pour ce faire, je déclare donc un objet de type personnel. P est égal à new personnel. Je vais alimenter ces valeurs comme tout à l'heure avec la recherche à partir de la base. Donc ici, bien sûr, pour moi, c'est RS. À chaque fois que je trouve un élément, je dois transformer sous un objet personnel et cet objet-là, je vais l'ajouter dans la liste. Donc perso, point, je dois passer à la ligne, perso, point, add, pardon,
Donc, je passe à la ligne. Perso, c'est ma liste. .add pour ajouter un nouveau enregistrement et j'ajoute le P. Et quand je sors, je lui demande de retourner le P. J'ai créé une fonction getAllPersonnel qui retourne une liste de personnel. C'est le résultat de la requête select étoile from personnel. À chaque fois qu'il y a un enregistrement fourni par la requête, je vais créer un nouveau objet P. J'alimente le matricule, le nom, le salaire par les informations qui viennent de l'enregistrement de la table. Une fois donc l'objet est alimenté, je vais l'ajouter à la liste pour que je puisse si vous voulez, la retourner à la fin. Pour le test, je bascule vers connexion démo. Donc à ce niveau-là, j'ajoute un ciseau. All personnel. Et là, donc, je déclare une liste des personnels. Je vais l'appeler perso est égal à manager.getAllPerso. Par la suite, j'aurais dû faire un for each. Je parcours donc perso qui retourne un objet de type personnel. Il va la mettre dans une variable personnel. Et là, donc, j'aurais dû faire la chose suivante. C'est où personnel.getMath plus la tabulation anti/t plus personnel.getName point d'interrogation plutôt donc anti/nt pour la tabulation et puis le personnel.getSalaire. Alors je réexécute et si tout ça se passe bien, vous allez voir qu'il va m'afficher tous les enregistrements qui sortent de la base de données. Et comme ça, donc voilà les différentes actions dont vous aurez besoin qui permettent de communiquer avec votre base. Mais le plus important dans cet atelier-là, c'est vous montrer cette architecture, cette structure qui se base sur notre, si vous voulez, framework Maven qui permet de donner donc une structure, qui permet de gérer les dépendances comme je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est lui avec lequel on va développer tant de frameworks par la suite. Donc pour la prochaine séquence, donc on va le consacrer aux interfaces graphiques. On va découvrir ensemble quelles sont les différentes bibliothèques, les différentes solutions fournies par Java pour mettre en place des interfaces graphiques qui contiennent des composants, des conteneurs, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.